Bonsoir. Heureux à nouveau de vous retrouver dans le cadre de cette émission Face à l'actu. Ce dimanche, on reviendra évidemment sur les faits marquants de l'actualité de cette semaine. En première une, vous le savez certainement, le président de la République a été représenté au Tchad par le ministre à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, est allé porter le message de condoléances du Cameroun auprès de la République sœur du Tchad, à la suite, vous le savez, du décès du maréchal Idriss Déby Itno. On y revient avec l'invité d'un moment à l'autre pour évidemment évoquer les enjeux de cette disparition, son impact, qui c'est peut-être dans la sous-région. Vous le savez, la sous-région CEMAC, impact géopolitique, géostratégique et géoéconomique, avec ces questions de Boko Haram à l'extrême nord Cameroun, dont on sait que le Tchad, évidemment à travers son armée, a réussi à contenir tout au moins cette attaque. On reviendra également sur le plan tout à fait national, les questions Covid, mais aussi le décès d'un certain nombre de personnalités, Germaine Aïdjo, dont on parlera encore ce soir, la disparition et l'inhumation du cardinal Christian Toumi, mais également le dernier au revoir au professeur Gervais Mendozi. L'invité de ce dimanche est un expert, certains l'appellent d'ailleurs le pape de la fiscalité. On le sait sur la place publique, homme politique, parce qu'engagé déjà antérieurement dans des élections. Le professeur Pierre Alaka a accepté de venir commenter l'actualité de cette semaine avec nous. Bonsoir, prof. Bonsoir, député Tongo. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos téléspectateurs. Et je suis heureux d'être là et voilà. Alors, prof, peut-être avant d'entamer les sujets qu'on va regarder suivant un reportage tout à l'heure, parlons peut-être de cette première, je veux dire. Le professeur Maurice Kamto était de sortie cette semaine dans le cadre, vous le savez, de l'initiative Survie Cameroun, l'opération qui pendant quelques mois a permis à cette initiative-là d'accompagner les Camerounais dans la bataille contre la Covid. Cette semaine, il était question de commenter l'audit qui avait été commandé pour essayer de voir comment cette opération s'est menée, notamment ce petit gap de 300 000 euros dont on dit, ou dont le professeur Kamto conclut à un bug selon le rapport qu'il a fait publier. Bah, écoute, cher ami, moi je ne vais pas rentrer dans le fond de cette question. Je vais rester sur les questions de forme. C'est une très bonne chose que le professeur Maurice Kamto lui a commandé un audit sur les fonds collectés dans le cadre de l'opération Survival. Et je crois que de ce point de vue, toutes les opérations de ce type devraient suivre ce bel exemple. Parce que j'ai dit que je ne suis pas dans les questions de fond. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est l'idée seulement de dire, on va voir ce qui s'est passé dans cette opération me suffit pour dire qu'il y a quand même une volonté de montrer aux yeux de tout le monde des élans de transparence. Ça devrait servir d'exemple pour toutes ces opérations. On en a connu dans ce pays. Moi, j'ai discuté avec certains amis qui me disent que c'est la poudre aux yeux. Moi, je préfère la poudre aux yeux à l'absence de poudre aux yeux. Parce que par rapport à la Covid-19, ce n'est pas la seule opération qui a été lancée. Il y a eu beaucoup d'autres opérations qui ont été lancées. Il y en a même eu au niveau gouvernemental. Je ne pense pas qu'il y ait eu un audit qui a été fait. Il y en a eu par d'autres partis politiques. Je ne pense pas qu'il y ait eu seulement l'idée de mener un audit. Donc moi, sur ce plan-là, j'ai dit c'est courageux, c'est bien. S'il y a maintenant des bugs informatiques, je ne m'y connais pas. S'il y a eu des dysfonctionnements, ce n'est pas mon truc. Mais je répète que je suis tout à fait heureux d'apprendre qu'on peut aller au fond des choses et dans le cadre d'une association entre amis, demander entre amis, de voir clair entre amis. Voilà. D'accord. Cela dit, d'une actualité à une autre, que vous allez commenter aussi,
Il y a cette sortie du ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. À la suite, j'ai fait une levée de bouclier. Antérieurement invité au GICAM pour discuter avec le patronat camerounais. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre d'État, avait délégué Jean de Dieu Momo pour rencontrer le patronat, à la suite de quoi les hommes d'affaires par la plume du président du GICAM, Célestin Tawamba, ont demandé, ont souhaité, ont sollicité que cette rencontre soit faite exclusivement par le ministre titulaire du poste. Alors Jean de Dieu Momo a répondu, a réagi cette semaine, je crois ce dimanche, hier, pour essayer de remettre les pendules à l'heure, vous direz, ou alors se justifier, s'expliquer, dire qu'il n'est pas la cible. Non, moi j'ai eu à répondre à cette question dans votre plateau ici, dans le cadre de l'une de vos grandes émissions. Et j'ai dit en substance que le ministre Momo n'est pas le problème. Le problème était un problème d'éthique politique, dans la mesure où, et même d'éthique sociale, dans la mesure où, si moi je vous invite chez moi, ben c'est vous que j'attends. Si vous ne venez pas, ben je serai déçu. Même si vous m'envoyez votre fils, ce n'est pas votre fils que j'attendais. Moi, et je reste constant dans cette position. Maintenant, le ministre Momo, que ce soit le ministre Momo ou M. Tawamba, ce sont des personnes avec qui j'ai de très très bons rapports. Ce sont des personnalités avec qui j'ai de très très bons rapports. Et j'ai lu la sortie du ministre Momo, comme tout le monde d'ailleurs. Je crois que c'est son droit de réagir, comme il a fait. Je n'ai véritablement pas de commentaires à faire là-dessus. Mais si c'est à lui que je m'adressais, j'aurais dit qu'il a fait une leçon inaugurale. Parce que chez nous, lorsqu'il y a quelque chose de sérieux, il y a un de nos pères qui se met devant et qui fait ce qu'on appelle la leçon inaugurale sur un problème d'actualité ou sur un problème de société qui touche la nation ou qui touche la communauté scientifique pour donner non seulement les bases et en dégager une problématique et puis développer. Voilà. Donc je crois que le ministre Momo a voulu nous montrer simplement que le ministre d'État, Laurent Isso, n'a pas été disponible, qu'il a tellement fait des choses pour le Cameroun. Il est un homme normal, un homme discret, un homme efficace. C'est son droit. Et je pense que moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je ne peux pas commenter. Je peux pas commenter ça de par les relations que j'ai avec ces personnalités. Prenons donc le premier reportage de cette émission et revenons sur le lendemain de la mort de Idriss Déby Itno. La question, l'enjeu autour du reportage que vous allez découvrir est d'apprécier ou de savoir un peu l'impact que ce départ pourrait créer au niveau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Suivez plutôt. Des remous politiques internes conjugués à d'autres facteurs politiques dans les pays voisins pourraient accentuer les pressions sur le terrain du terrorisme après le décès du président tchadien Idriss Déby. Notamment dans la bande sahélienne et en Afrique occidentale soudano-sahélienne, qui comprend plusieurs pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, craignent certains experts une position qui se justifie vu le rôle prépondérant joué par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Avec son implication aux côtés de partenaires occidentaux comme la France ou dans le G5 Sahel, le Tchad de Déby jouait en effet un rôle de tampon entre l'Afrique occidentale et les vagues de déstabilisation en provenance notamment de Libye depuis la chute du colonel Kadhafi. Avec la disparition du président Déby, qu'est-ce que le G5 Sahel va devenir? On a vu le G5 Sahel peiner, même avec la présence occidentale, sur le plan technologique, sur le plan technique, sur le plan logistique, ainsi de suite. Bon, depuis 2-3 semaines, on observe qu'avec l'arrivée du contingent tchadien, il y a comme une accalmie qu'on retrouve progressivement dans la zone. Mais le départ brutal du président tchadien, on ne sait pas vers quoi nous allons avec le G5 Sahel. Toutefois,
Outre Déby, plusieurs dirigeants de la sous-région, notamment le président togolais Faure Gnassingbé, se sont impliqués davantage dans la lutte contre les poussées terroristes. Une question stratégique majeure qui était notamment à l'agenda de sa rencontre avec le chef d'État français Emmanuel Macron. Cependant, c'est avec plus d'assurance qu'est évoqué le cas des frontières camerounaises. En ce qui concerne le territoire du Cameroun, le territoire camerounais, il n'y a pas de raison d'éprouver une quelconque crainte. Parce que nous avons une capacité opérationnelle largement supérieure à celle de ces gens-là. Il faut qu'ils le comprennent. Mais par contre, ce qu'il faut redouter, c'est les effets de ce mouvement armé sur le territoire centrafricain. Parce que nos amis centrafricains sont en train de récupérer progressivement l'intégrité territoriale. Et la récupération de l'intégrité territoriale centrafricaine ne signifie pas qu'il y a déjà une effectivité d'un système de force fiable. Il est pour une catégorie d'experts venus pour l'Afrique le moment de se poser de vraies questions, en plus de la question de sécurité. Il y a l'accès au pouvoir, la sortie du pouvoir, se maintenir au pouvoir, gérer le pouvoir, faire fonctionner le pouvoir. Autant d'étapes qui ne peuvent se faire qu'avec le peuple dans un contexte de démocratie, dans un cadre institutionnel défini, dans un contexte de paix. Voilà, Pierre Alkalaka, y a-t-il lieu de craindre, après le départ de Idriss Déby, dans les conditions que l'on connaît, la CEMAC est-elle en sécurité? Non, la CEMAC n'est pas en sécurité sur le plan économique. Je me limiterai d'abord à ça, même si je dirais quelque chose sur les autres plans. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité au Tchad? Le président Déby est décédé, abattu, comme on nous le dit. Et la constitution du Tchad prévoit un certain nombre de dispositions en matière de dévolution du pouvoir. Mais la constitution a été mise de côté pour voir rejaillir ou surgir une espèce de comité de transition qui va être amené à diriger le Tchad pendant 18 mois. Soit, on peut dire qu'en période de crise, la constitution n'est plus valable. J'en conviens. En ce moment, le comité de transition se justifierait. Mais si c'est le cas, il faut donc aller au bout de la logique. Et la logique ici, c'est que le comité de transition continue la guerre que Idriss Déby avait commencée. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourrait justifier la présence d'un comité de transition et l'absence de la dévolution du pouvoir sur le plan constitutionnel, conformément aux dispositions de tous les textes, que ce soit les textes tchadiens ou les textes de l'Union africaine, ou même les dispositions pertinentes que prennent très souvent les chefs d'État de la CEMAC. Mais si, parce que le président français est venu adouber le président de la transition, et que j'apprenne et qu'on nous dise que les rebelles doivent se mettre dans la table des négociations, ben en ce moment-là, le comité de transition ne se justifie plus. On doit donc donner le pouvoir au président de l'Assemblée parce qu'il n'y aura plus la guerre. Il n'y a plus crise puisqu'on est rentré dans la table des négociations. Dès lors, le comité de transition ne se justifiant plus, eh bien, le président de l'Assemblée doit prendre le pouvoir. Si maintenant le président de l'Assemblée ne prend pas le pouvoir, et c'est là où je veux en venir, c'est parce que sur le plan géostratégique et sur le plan économique, la France voudrait garder la même base sur les richesses, non seulement du Tchad, mais également de la sous-région. Et c'est ça qu'il faut craindre. Et c'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse faire une chose de son contraire. Et aujourd'hui, si le président de la transition, le jeune Déby Itno, accepte d'aller à la table des négociations avec les rebelles, selon mon entendement, ce serait à quel prix? Ça veut dire qu'on va lui dire, écoute jeune homme, si nous on n'existait pas, les rebelles seraient arrivés à N'Djamena et vous aurez déguerpi, vous aurez dégagé. Maintenant qu'on leur aura dit de stopper, il faut savoir que tu es là grâce à nous. Et on redevient au néocolonialisme. On rentre dans
dans le protectorat, entre guillemets, ou dans les espèces de parrainage où on pense qu'en Afrique, et surtout en Afrique centrale, on ne peut pas être chef de l'État si la France n'est pas derrière. Il faut qu'on sorte de ce cliché. Si on reste dans ce cliché, effectivement, la CEMAC va avoir des problèmes sur le plan économique. Je veux aller plus loin pour dire que si le jeune Déby, en revanche, si le jeune Mahamad Déby prend le commandement et va au front, repousse les rebelles, s'accapare de leur armement et gagne au front, eh bien, la transition aurait été justifiée. En a-t-il seulement les moyens? Ben, s'il n'a pas les moyens, ça veut dire qu'il n'a pas sa raison d'être là. Ça veut dire que sur le plan militaire, on ne peut pas mettre donc de côté la Constitution pour faire prévaloir la faillite, entre guillemets, de l'État avec cette crise, parce que l'État est rentré en faillite. L'État chancelle à cause de cette crise. Et s'il n'a pas les moyens, ça veut dire que il est là comme une espèce de momie qui va continuer à obéir aux autres. Autres que son père avait commencé à refuser. Et c'est là où je conclus que on n'est pas prêt, en tout cas en ce qui me concerne, je ne serais pas prêt de croire à l'idée répandue selon laquelle le président Déby serait mort au front. Parce que quelqu'un qui meurt au front dans le désert tchadien ne gît pas à côté des carreaux d'un sol carrelé. Et pour cause, il ne peut pas être en train on ne peut pas aller le chercher au front, si vous voulez, venir le jeter au sol. Ce n'était pas sa place. Là-bas, la place d'un chef d'État qui a été blessé au front. Si on me dit que l'hôpital de N'Djamena, où on l'a certainement amené, on est venu le jeter au sol, alors là, il y a un problème. Donc, je ne crois pas à cette thèse-là. Je ne crois pas à cette thèse. Et l'autre élément qui me fait dire que cette thèse n'est pas juste, c'est que, mais comment a-t-on pu l'atteindre sans qu'on nous dise que d'autres généraux autour de lui soient morts en même temps que lui? On ne nous a jamais donné le bilan. Combien de gens un chef d'État est quand même entouré? Et le président Déby savait être entouré de sa garde, qui était d'ailleurs pléthorienne. Donc dès cet instant-là, je me dis, on a, comme il n'obéissait plus aux ordres, comme il commençait à chercher son indépendance, on a fomenté cette rébellion. Au lieu de la maîtriser comme les années dernières, à partir des airs, on les a laissés avancer. On l'a liquidé, on a mis son fils, une espèce d'histoire à la Kabila, et puis pour dire, maintenant tu la boucles, tu as vu ce qui est arrivé à ton père, et si tu ne t'alignes pas, si tu ne fais pas ce qu'on va faire, ce qu'on veut que tu fasses, eh bien les rebelles restent là, à la porte, et ils sont prêts à descendre. D'où l'intérêt qui continue le combat. Et si c'est le schéma, ce schéma qui est en ligne de mire, eh bien sur le plan économique, il faut redouter le fait que cette tendance que la Centrafrique a évitée grâce à la Russie descende tranquillement au Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun est en danger. Et si le Cameroun connaît un désordre, eh bien économiquement, la CEMAC prend un coup. Ça va d'abord être deux pays. Vous savez que ce soit le Tchad ou la Centrafrique, c'est par les corridors camerounais que ces gens, voilà. Et c'est par le port de Douala et depuis un certain temps par le port de Kribi que ces gens s'approvisionnent. Donc voilà deux pays qui vont être touchés. Et comme le Cameroun aussi est la mamelle nourricière de la Guinée équatoriale et du Gabon, et dans une moindre mesure du Congo, eh bien, c'est foutu. La sous-région, sur le plan économique, va chanceler. Et puis les prédateurs internationaux vont revenir pour faire ce qu'ils veulent. Vous savez très bien que sur le plan de la richesse, il est démontré de plus en plus aujourd'hui que les pays de la sous-région sont des pays extrêmement riches, malheureusement, qui n'ont jamais bénéficié de cette richesse. Il faut qu'on sorte de là. D'accord. Et pour finir, sur la question sécuritaire, on sait que le Tchad avait son armée grandement engagée en Centrafrique, mais aussi sur la longue frontière protectrice contre Boko Haram. Est-ce que ce changement peut avoir une incidence? Mais ce changement aura une incidence.
parce que nous risquons de faire face à beaucoup de fronts. Le front Boko Haram qui peut prendre du zèle et des airs, le front qui viendrait du nord de Centrafrique, et puis le front qui viendrait du Tchad, au cas où, si tels sont les visées, des gens qui veulent garder les choses en l'état, en N'Djamena, sans justification. Parce que la seule justification théorique va consister à dire, comité de transition, on continue le combat. On désarme ces gens et on est tranquille. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a des risques à craindre de la part de Boko Haram, sachant que le Tchad était un allié redoutable aux côtés du Cameroun, et avec le droit de poursuite, c'est les deux États, le Cameroun et le Tchad, qui pourchassaient les éléments de Boko Haram jusqu'en territoire nigérien. Alors aujourd'hui, il ne restera peut-être que le Cameroun. Et si maintenant, puisque les commanditaires de Boko Haram sont presque connus, et si maintenant on leur interdit de rester aux côtés du Cameroun et qu'ils se coalisent avec les gars du Tchad au motif qu'on va les maintenir au pouvoir pour descendre accompagnés de Boko Haram sur nos territoires, c'est vrai qu'on a une riposte solide, mais ça peut être un élément déstabilisateur sur le plan économique. Deuxième sujet dont on parle ce soir, c'est la disparition le 20 avril de la première dame camerounaise, Germaine Aïdjo, vous savez, est décédée à Dakar, où elle vivait depuis son départ du Cameroun, aux côtés de son mari, également décédé en 1989. Germaine dans le combat, où l'un des derniers combats était le rapatriement des restes du président Aïdjo au Cameroun. Suivez ce reportage. Très proche de son mari, Germaine Aïdjo soufflait régulièrement à l'oreille de l'ancien président lorsqu'il fallait prendre des décisions importantes de la nation, selon cet historien. Elle parlait à son mari. Ils se parlaient. Ils se parlaient, mais ce n'est pas ce qu'elle disait qui fixait totalement le choix de son mari. Il pouvait lui être d'accord avec elle, mais ça nous ne pouvons pas le savoir. Mais quand elle nous a dit ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a dit à son mari, peut arriver à la conclusion qu'elle n'arrivait pas souvent à influencer ses décisions et qu'il prenait souverainement comme chef de l'État les décisions qu'il devait prendre pour la marche du pays. L'une de ces décisions fortes a été la proposition faite au président Aïdjo pour sa succession. Sur le plan carrière, elle devait certainement avoir son mot à dire quand son mari choisissait ses gens, puisqu'elle dit que pour le choix du successeur, elle a proposé un nom que son mari n'a pas retenu. Et si on l'a entendu parler, c'était beaucoup plus après le décès de son mari, pour dire quels étaient ses sentiments par rapport au fait que son mari soit décédé à l'extérieur. En termes de réalisation, l'ex-première dame ne s'est pas véritablement illustrée dans les œuvres caritatives. Pour cause. La Poulakou, chez les Foulbé, exige une profonde discrétion dans la vie publique. Et je crois que Mme Germaine Aïdjo, pendant qu'elle était avec son mari au pouvoir, a exercé cette attitude de femme à la maison qui n'est pas là pour exposer le mari, il n'est pas là pour dire ce que le mari fait. Je ne veux pas dire que ce que fait la première dame aujourd'hui est sujet à question. Mais je dis que chacun a une culture. Et Mme Aïdjo avait une culture, une tradition de vie, de soumission et de discrétion auprès de son époux. Décédée dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 avril 2021, Germaine Aïdjo pourra être inhumée ce mercredi 21 au cimetière musulman de Yoff à Dakar au Sénégal, où repose son défunt époux depuis 1989. Elle a effectivement été inhumée la première dame cette semaine, Germaine Aïdjo, à Dakar, juste à côté de son époux.
que vous inspire ce départ? Je l'ai dit tout à l'heure, Germaine s'est longuement battue pour le rapatriement des restes du président Ahidjo, ce qui c'était pour elle un symbole. Écoutez, député Ntongo, un chef d'État n'appartient plus à sa famille biologique. Même si je reconnais que aucun État ne peut organiser cette catégorie d'obsèques sans la famille. Mais celui qui est devant, c'est bien le gouvernement, c'est l'État. Et vous savez très bien comme moi que Madame Germaine Ahidjo, qui vient d'être enterrée au côté de son mari, a pendant presque 30 ans demandé qu'on rapatrie la dépouille de son mari au Cameroun et qu'on lui réserve des obsèques dignes du premier chef de l'État qu'il a été. Qu'elle décède aujourd'hui sans que ce vœu soit réalisé, je l'ai toujours répété, je l'ai dit la fois dernière ici, c'est pas une bonne chose, ça n'augure pas une très bonne chose, parce que ça permet qu'on n'ait pas une histoire. Vous savez, l'histoire, c'est ce que font les autres pays qui pensent qu'aux grands hommes la patrie reconnaissante. Ahidjo, qu'il ait eu des travers, qu'il ait eu des démêlés avec le président de la République actuel, mais lorsqu'il décède, je pense qu'on passe tout ça en perte et profit. Et je dis que cela aurait été une bonne chose. Le président Ahidjo ayant disparu, cela aurait été une bonne chose, au moins que sa femme, à l'occasion du décès de sa femme, qu'on profite pour ramener non seulement l'épouse, même si je reconnais aussi qu'il n'y a pas un statut de première dame au Cameroun, donc non seulement l'épouse, mais les dépouilles de l'ancien président. Ça aurait attendri les cœurs, ça aurait réconcilié la famille Ahidjo avec la nation camerounaise. Je ne parle pas avec le gouvernement camerounais. Les gouvernements passent, la nation reste. Parce que les enfants demain vont demander où se trouve la tombe du premier président de la République. Des gens aimeraient bien aller se recueillir là-bas parce que ça a été le premier bâtisseur. Regardez les pays qui nous induisent souvent en erreur, croyant nous donner des conseils, comme si on n'avait pas suffisamment d'intelligence pour réfléchir. Ils ont créé le Panthéon pour leurs grands hommes. Et pourquoi nous, on n'aurait pas un Panthéon pour nos grands hommes? On en a eu déjà. Des gens qui ont pensé que la République du Cameroun devrait être une grande république, un grand État. Des gens qui pensaient que la nation camerounaise devrait être respectée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces gens-là, ils sont nombreux. Les Ahidjo, les Omniobé, les Osende Afana, les Moumié, ils sont nombreux. Demain, ça sera le président Biya, personne ne peut le contester. Et après lui, ça sera d'autres personnes. Personne n'est éternel ici-bas, personne. Y a-t-il lieu de craindre de ce que les restes du président Ahidjo ne reviendraient pas sous le régime Biya? Non, les restes du président Ahidjo reviendront sous le régime Biya. N'en déplaise aux personnes qui pensent que la rancune ténace règle les problèmes dans un État. Le président Biya a souvent l'habitude de faire des crocs en jambes à ses propres, je ne vais pas appeler zélateurs et autres, non, aux membres de son propre gouvernement. On se souvient, lorsqu'il avait dit, je vous ai compris, s'agissant du multipartisme, on se souvient de bien d'autres choses. Un jour, il peut décider de dire, ok, cette affaire, ça va comme ça. La première dame a été enterrée à côté du premier président. Je ne peux pas assumer ça au regard de l'histoire et devant l'histoire. Je ne pourrais pas assumer. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet optimisme? Une telle responsabilité. Je le dis parce que moi j'ai lu et relu la lettre de condoléances du président de la République. Et je ne suis pas sémiologue.
Mais je comprends qu'il y a là quelque chose qui peut changer demain. Et vous allez voir, le jour où il va dire que bon, on ramène les restes du premier président et de la première dame, les mêmes gens qui aujourd'hui disent que ce n'est pas, c'est eux les premiers à envoyer, ils seront les premiers à envoyer des motions de soutien. Je voudrais même dire qu'on doit interdire les motions de soutien dans notre pays. Parce que c'est la pire des choses. C'est un acte politique. Ce n'est pas ça la politique. En politique, quand c'est... Dans un environnement de liberté, vous ne pouvez pas interdire. Non. Il y a des pays qui l'ont interdit. Il y a des pays qui ont interdit les motions de soutien. Et puis moi, je n'ai jamais suivi les motions de soutien dans les pays dits développés. Ça n'existe pas. Quand c'est bon, on prend acte. C'est quand c'est mauvais qu'on dit ce n'est pas bon, faites en sorte que ce soit bon. Mais c'est quoi cette histoire où quand c'est bon, tout le monde applaudit, comme si ça ne devrait pas être ça. Et comme si c'était un miracle. Il n'y a pas de miracle. Jésus-Christ pour les chrétiens catholiques ne reviendra pas deux fois. Même si on fait croire aux nègres que nous sommes, que Jésus va ressusciter et que Dieu nous aime, mais il n'aime pas les autres qui ne sont pas catholiques ou bien qui ne sont pas chrétiens. C'est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis convaincu que d'un clic, un matin, vous allez voir, par un communiqué simple, qu'un deuil national est proclamé et que les dépouilles des deux premières personnalités de la République vont rentrer au Cameroun. Ça, je peux vous le garantir. D'une célébration triste à une autre, parlons de son éminence Christian Cardinal Toumi, dont la dépouille a été ensevelie cette semaine ici en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala en présence du Premier ministre. Retour sur l'événement. S'appuyant sur le principe que Christ est ressuscité des morts, la même voie est ouverte pour Christian Cardinal Toumi. Et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ces corps. Au nom du Père, Fils et Amen. Une traversée qu'il fera avec les honneurs à lui accordés par la République du Cameroun à titre posthume, décerné par le Premier ministre. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre de la valeur à titre posthume. Le cardinal Toumi, dans son combat pour un monde juste, lègue à tous, chrétiens ou pas, la suite de la bataille où tous sont responsables de la survenue de ces malheurs. Et disons-le, chacun d'entre nous est responsable des maux qui nous écrasent aujourd'hui. Le plus bel hommage que nous puissions rendre au cardinal, c'est de continuer la lutte contre les inégalités, les injustices, la corruption dans notre pays. Ce 20 avril 2021, à la messe d'enterrement de son éminence, fidèle, politique, administrateur et religieux, n'oublie pas l'homme qui s'est battu pour la vie. Sur son lit d'hôpital, nous avons essayé de tout faire, tout ce qui était possible, avec les médecins. De l'autre côté, moi, avec les plantes, pour que le cardinal vive. Des obsèques officielles décrétées par le chef de l'État ont lieu à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Monadibon à Douala, site de son inhumation. Le cardinal Christian Toumi, lui également, avait un combat qui c'est peut-être l'ultime combat, ou du moins celui qu'il a mené ces dernières années avant sa disparition, celui de ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Professeur. Écoute, c'est toujours très triste de ne pas mener à bien ce dont on a
engagé de faire. C'est triste, on meurt triste. Et je crois que le cardinal Tony, s'il avait été suivi par notre gouvernement, il y aurait eu certainement, personne ne peut le savoir, en bien comme en mal, il y aurait eu certainement quelque chose qui aurait changé. Et je crois que cela aurait changé sur le plan positif, sur le plan de la paix, parce que justement c'était un homme de paix. Et qui n'est pas réussi à organiser cette conférence, qui devait être, je crois, mise en œuvre en 2 temps. Les aléas du direct. Les aléas du direct, qui devraient être mises à profit en 2 temps, d'abord avec les anglophones, puis sur le plan national. Je crois qu'il est mort dans des conditions tristes. D'accord. Il est mort dans des conditions tristes et je pense que ce n'est pas bien pour un prélat de cette qualité et de cette hauteur. Deuxièmement, j'ai écouté beaucoup de gens dire que c'était un grand homme, sauf sur le plan politique. Parce que ceux-là pensent que dans ce pays, quand on dit que ça, ce n'est pas bien, on est contre le gouvernement. Mais bon Dieu. Mais si vous n'acceptez pas la critique, vous ne pouvez pas avancer. Si vous n'acceptez pas que vous pouvez échouer, prenez le cas d'un enfant qui veut marcher. Regardez la difficulté qu'il a. On le met debout, quand on le lâche, il envoie les fesses au sol. Mais si vous êtes une bienheureuse mère qui a pitié de son enfant, cet enfant ne marchera pas parce que vous allez arrêter de le mettre debout. Or, justement, il faut continuer à le mettre debout pour qu'à un moment donné, il puisse commencer par se lever de lui-même et à marquer un pas, puis un pas, et puis il devient un homme, il commence à grandir. Il ne faut pas penser que lorsqu'on vous dit que ça, ce n'est pas bien, ça veut dire que vous êtes contre ce qui est fait. Non. Vous êtes plutôt favorable à ce qui est fait, contrairement aux flagronneurs qui vous disent que tout ce que vous faites est bon, alors même que vous êtes en train d'entrer dans les sables mouvants. L'homme réfléchi, pense que celui qui lui dit que c'est mauvais est son ami. J'ai dit l'homme réfléchit. Et celui qui lui dit que tout est bon, il doit pouvoir lui demander un jour, mais pourquoi tout ce que je fais est bon à tes yeux? Donc je ne me trompe jamais, je suis si parfait que ça. Mais comme les hommes sont ce qu'ils sont, imbus de leur personnalité, imbus du pouvoir qu'ils ont, qui détiennent, et qui pensent que quand on leur dit que ce n'est pas bon, on est contre eux. Vous savez, tout le monde fait des erreurs. Même Jésus-Christ a fait des erreurs en saccageant le commerce de certaines personnes, fussent-ils des païens à l'époque. J'ai lu la Bible un peu. Mais c'était une erreur pour ces gens-là. Ces gens n'étaient pas contents. Vous comprenez? Même Dieu a fait des erreurs. Quand il a tué des homosexuels à Sodome et Gomorrhe. Vous êtes en train de blasphémer là, prof? Comment? Vous n'êtes pas en train de faire du blasphème? C'est pas le blasphème, c'est la vérité, c'est écrit dans la Bible. On dit que Sodome et Gomorrhe, il y avait eu de la dépravation des mains et Dieu les a punis. Sauf celui qui ne faisait pas ça. Mais comment? C'est pas c'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Non, parce que vous dites que c'était une erreur. Bah, bref, mais c'est Dieu qui a créé l'homme et il a dit qu'il est bon et miséricordieux. Quelqu'un qui est bon et miséricordieux. C'est un accessoire. Voilà, c'est ça. On poursuit Ok. l'analyse. Alors, ça peut être un blasphème puisqu'on parle d'un religieux. Donc, absolument. Voilà. Donc, je pense que on aurait dû laisser le cardinal Tony mener à bien sa mission et puis tirer les conséquences. Le cardinal, il a pourtant participé et contribué à la grande rencontre, le grand dialogue national. Oui, ben, il était au grand dialogue national et il a exprimé ses points de vue là-dedans. Et tout le monde connaissait sa position, même si on ne la partageait pas, c'est normal. Monsieur Dipita Tongo, tout ce que j'ai dit ne doit pas vous plaire. La preuve, vous avez dit tout à l'heure que j'étais en train de faire la diffamation. Vous avez raison. Et j'ai rectifié. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas qu'on peut leur dire la même chose et qu'ils acceptent? Voilà le problème. Et aujourd'hui, le problème anglophone, qui est pourtant un problème camerounais, même si des financements extérieurs peuvent arriver
pour faire des recrutements des étrangers qui viennent se mêler là et qui pillent, et qui saccagent et qui tuent. Et on met ça sous le coup des Camerounais eux-mêmes qui, eux, revendiquent quelque chose de politique. Mais attendez, lorsque vous n'écoutez pas ces gens, comment vous saurez tirer la graine de l'ivraie? Il faut les écouter. Il faut les écouter. Et qui plus est, on ne peut pas dire à ceux qui ont les armes, si vous sortez, on vous pardonne. Et à ceux qui n'ont pas les armes et qui veulent discuter, on leur dit, il n'y a pas à discuter avec vous. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Il y a encore du chemin à faire, vous direz. Je crois qu'il y a du chemin à faire, mais je me dis aussi que tout ça, ça peut s'arranger un jour et ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Vous allez voir, le jour où il va y avoir un véritable dialogue, où on va faire venir toutes les parties en présence, sans exception, parce que ce sont des Camerounais. Vous allez voir que c'était un petit problème, mais que les gens ont envenimé pour en faire une économie de guerre. Parce que l'affaire du Nozo a enrichi beaucoup de gens. Et ils n'entendent pas que ça finisse. Vous savez que l'appétit vient en mangeant. Absolument. Et vous allez voir que les gens qui sont réfractaires à toute négociation, qui sont contre tout dialogue, c'est des gens qui profitent de cette économie de guerre. Il faut le savoir. Mais pourquoi, bon Dieu, va-t-on refuser, même dans une famille, lorsque vous discutez, même si vous arrivez à ne plus vous saluer, à un moment donné, le jour où chacun va faire son examen de conscience, et vous allez vous mettre sur une table, le linge sale se lave en famille, vous allez voir qu'en fait, c'était des malentendus inutiles, et la vie reprendra son cours. C'est pour ça qu'on dit, au commencement était la parole. La parole, c'est le dialogue. Avant le coup de poing, avant le coup de feu, il y a d'abord la parole qui est à l'origine de ce coup de poing ou de ce coup de feu. Mais si on prend une parole contraire, ce coup de poing ou ce coup de feu peuvent être regrettés après. Et puis la vie reprend son cours. On va dire on s'est tous trompés, on passe les points dessus et la vie reprend son cours. Il est vrai qu'aucun Camerounais normal ne peut être pour la sécession. Mais tout Camerounais normal peut accepter le débat sur la forme de l'État. Absolument. Et arriver à convaincre les autres que voici la voie. J'ai discuté ici dans votre plateau avec mon ami Hervé Emmanuel comme l'autre jour. Il m'a fait remarquer, c'est vrai que l'État fédéral, par exemple, coûte cher. Mais je lui ai dit, ça coûte cher par rapport à quoi? Si on met les coûts-avantages, on verra qu'aujourd'hui, l'État fédéral nous aurait coûté moins cher. Parce que l'État unitaire nous crée le Nozo. Ça nous coûte plus cher que s'il y avait un État fédéral, par exemple. Voilà. D'accord. Et puis l'État fédéral, la notion de fédéral peut être relativisée. Il suffit de l'expliquer. Hein? La décentralisation est une forme d'État fédéral. Sauf qu'il faut expliquer. Il faut expliquer que on n'appellera pas ça fédéral, mais on va appeler ça région. Comme en Suisse, comme dans certains pays européens, il y a plein de pays qui ont la forme fédérale de l'État, mais qui présentent des aspects différents du fédéralisme traditionnel. Absolument. Le problème, c'est qu'il faut expliquer. Et pour expliquer, il faut s'asseoir. On vous donne l'État fédéral, mais voilà comment ça va se présenter. On ne va pas appeler ça État fédéral, mais on va appeler ça région. Et vous aurez votre région, vous aurez un président de région qui va faire son travail. Et puis même, regardez les fonctionnaires de Yaoundé, ils ont donné la région. La loi dit que tous les trimestres, il faut un conseil de région. Mais aucune région n'a fait de conseil. Il y a même des régions qui n'ont même pas où être logées. Ça veut dire que voilà des choses qui fâchent. Est-ce que vous comprenez? Absolument. Là, les gens vont se dire, mais écoutez, Finalement, vous nous parlez de la région, voilà les régions qui sont mises en place. Ça fait plus de 3 mois. La loi dit, tous les 3 mois, il faut que la région, que les conseillers se retrouvent pour parler de la région. Mais ça fait plus de 3 mois, rien. Il y a même des régions où on a nommé des secrétaires généraux, ils ne savent même pas où se mettre. Il y a des régions qui ne sont pas logées. Ça veut dire que
ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Il faut que, lorsqu'on décide de mettre en place une institution, il faut la mettre en place. Matériellement surtout. Il faut matériellement la mettre en place. Terminons cette page nécrologique avec le départ du professeur Gervais Mendozé, dont on sait que les obsèques ont eu lieu également cette semaine. Avec à Yaoundé, la levée du corps et le transfèrement de la dépouille à sa dernière demeure. Reportage. La dépouille de l'ex-directeur général de la chaîne de télévision nationale camerounaise CRTV entame son dernier voyage ce vendredi 23 avril 2021. La levée de corps a eu lieu à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Accès interdit à la presse privée. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux. Le fils de Touakam, non loin de San Mélima, rentre en terre ce 24 avril dans son village natal situé dans le département du Dielobo au sud du Cameroun. Mais avant, une messe de requiem s'est dite en la cathédrale Notre-Dame des Victoires, présidée par l'archevêque métropolitaine, Monseigneur Jean Barga. L'histoire nous rappelle que Gervais Mendozé est né le 25 décembre 1944 en Komekak, dans l'arrondissement de Meyomessala. Il obtient son CEP en 1960, le BEPC en 1964 et un baccalauréat scientifique en 1968. Il rejoint ensuite l'université de Yaoundé où il obtient une licence S-lettres modernes françaises en 1971 et un DES en 1973. Gervais Mendozé est agrégé de linguistique et de stylistique française. Il intègre le corps enseignant de la faculté des lettres de Yaoundé en 1974 à moins de 30 ans. Après un doctorat d'été en 1984 à Bordeaux. Gervais Mendozé est réalisateur et professeur d'université. Il occupe d'ailleurs le poste de directeur général de la Cameroun Radio and Television CRTV pendant 17 ans, de 1988 à 2005. Il est nommé ministre délégué au ministère de la Communication du Cameroun en 2004 et occupe cette fonction jusqu'en 2007. Dans le cadre de l'opération anticorruption Épervier, il est placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé depuis le 12 novembre 2014. Au début de 2021, l'état de santé du fondateur de la chorale La Voix du Cénacle se détériore. L'auteur d'essais, pièces de théâtre et de livres sur la langue française, la mariologie et la science politique, dont certaines œuvres sont adaptées à la télévision, telles que L'Étoile de Nundi et Le Retraité, meurt le 9 avril 2021 à l'âge de 77 ans à l'hôpital central de Yaoundé, des suites d'une longue maladie. L'ancien proche collaborateur du président Paul Biya ne recevra aucun honneur lors de ses obsèques. Seuls ses anciens camarades universitaires ont prévu lui rendre un dernier hommage. Aucun ministre du gouvernement ni représentant de la famille présidentielle n'est officiellement annoncé à ses obsèques de l'ex-directeur général de la télévision nationale. Le temps des comptes. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi comme je vous pardonne, c'est cela qui compte. Si vous ne m'avez pas aimé, aimez-moi comme je vous aime, c'est cela qui compte. Si je vous dois une dette, effacez la mienne comme j'ai fait. Ministre Jacques Famdongo, la ministre Ketia Cortez et bien d'autres membres du gouvernement effectivement pris part à ces obsèques, tout comme le directeur général de la CRTV actuel, Charles Ndongo, qui a d'ailleurs fait une loge funeste, funéraire, lors de l'enterrement du professeur Gervais Mendozé. Un mot peut-être? Oui, peut-être deux. Je voudrais d'abord profiter pour transmettre mes condoléances à un de mes grands amis, néanmoins un petit frère, qui était le neveu, qui est le neveu du défunt professeur Mendozé, Zé Missa Claude, certainement qui nous suit. Je lui transmets mes condoléances parce que c'est une nouvelle triste pour lui, comme pour toute la famille, comme pour tous les Camerounais qui ont aimé le professeur Mendozé, par d'abord ce qu'il a fait, par l'homme qu'il était et par l'artiste et le génie qu'il incarnait en lui. Donc, ce serait peut-être la première chose. Et la deuxième chose, peut-être, c'est dire que
c'est vanité des vanités, vous savez. Le régime peut te grandir, il peut en même temps te broyer. Il faut que nous sachions toujours raison garder. Je ne parle pas spécialement du professeur Mendoza, je parle de toute cette masse d'individus, de personnes très haut placées qui pensent que le monde leur appartient et qui peuvent vous parler avec des involtures, comme si vous n'avez même pas le droit à la vie. Donc moi, j'ai dit que je ne parlais pas spécialement de lui. D'ailleurs, il n'était pas dans ce cas parce que c'était un homme très généreux. Et je crois même qu'il s'est retrouvé dans ces problèmes à cause de sa générosité. Car lorsqu'on regarde l'homme, ce n'est pas l'homme expansif, ce n'était pas un homme expansif. C'était quelqu'un qui croyait au président Biya, qui passait pour être son frère et son ami. Et puis c'est tout. Tout ce qu'il faisait, c'était pour lui. Donc il remplissait sa mission. Je ne pense pas qu'il allait au-delà. Je ne pense pas. Et vraiment, paix à son âme, et je pense que c'est le chemin de nous tous, comme on dit. Je voudrais néanmoins préciser que le président de la République et Mme Chantal Biya ont fait déposer un bouquet de fleurs solennelles sur, tout au moins en hommage et en mémoire à Gervais Mendoza. Dernière étape de cette émission, parlons de la Covid. Covid et surtout cette communication, cette absence de communication, c'est selon que nos reporters ont observé à Yaoundé, notamment autour des vaccins dont on dit qu'on n'en sait pas davantage. Reportage. Béatrice Elom, la vice-présidente de Transparency International Cameroun, décède peu de temps après avoir été vaccinée contre le coronavirus. Une disparition qui, dans un contexte de Covid-19, crée un tollé de commentaires sur la toile. Info et Intox se challenge. Du côté du ministère en charge de la santé publique, l'on fait savoir que le cas est soumis à investigation par le Comité national d'experts dans le cadre de la pharmacovigilance. Voilà qui met au devant de la scène la question de la communication autour de la lutte contre la pandémie. Car sous-informées ou mal informées, les populations se mêlent les pédales, notamment au sujet de la vaccination. Le programme élargi de vaccination donne des réponses à quelques interrogations. Parlant par exemple d'AstraZeneca, en lien avec des cas de thrombose observés après son administration dans certains pays, voici ce que l'on pense au Cameroun. En fait, la situation est telle qu'on n'a pas lié de façon causale la survenue de thrombose à la vaccination, mais par mesure de précaution et pour que cet effet soit surveillé dans le cadre de la pharmacovigilance, il a été considéré comme possible effet indésirable de la catégorie très rare pour les vaccins. Donc en administrant les vaccins du type AstraZeneca par exemple, il faut donc mettre l'accent sur la surveillance de ce type d'effet, même s'il survient dans un cas sur 4 millions de personnes vaccinées. Pour le moment, le Cameroun a adopté 4 vaccins. Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik. Mais attention, ces vaccins ne peuvent pas être administrés à tout le monde. 18 ans, c'est l'âge minimum requis. Et là, la seule contre-indication, c'est une allergie à une précédente injection ou une maladie qui cause la fièvre à plus de 39 degrés. Donc à ce moment-là, on ne peut pas administrer le vaccin. Maintenant, on ne recommande pas non plus le vaccin aux femmes enceintes parce qu'on ne dispose pas de données de ce que ça fait chez les femmes enceintes. On ne recommande pas aussi pour les personnes qui font activement, qui ont une forme symptomatique de Covid-19 aussi. Et même pour les personnes qui le font même sans être actifs. Le vaccin est pris à titre préventif. Comme pour dire que si vous le prenez pendant que vous présentez des symptômes, cela ne changera rien à l'évolution de la maladie. Faut plutôt penser à une prise en charge rapide à ce moment-là et à distance de la maladie, soit 3 à 6 mois. L'on peut, plus tard, prendre un vaccin de façon sécurisée. Par ailleurs, tout comme les vaccins contre les grippes, l'immunité conférée par la vaccination ne dépasse pas 1 an. Et c'est suffisant pour gérer la phase aiguë de la pandémie, indique le programme élargi de vaccination, qui rappelle également qu'il n'est pas recommandé de recevoir la 2e dose de vaccination avec un vaccin différent de la première dose. Pour les effets indésirables qui peuvent survenir, il y a une surveillance post-vaccination et il faut signaler tout effet
indésirables, même si on pense que ce n'est pas lié à la vaccination, même si c'est des effets mineurs, il faut le signaler. Au Cameroun, l'objectif ne serait pas d'arriver à l'immunité collective rapidement, mais de se focaliser sur les formes graves et les décès liés au Covid-19. Covid-19, vaccin, Sinopharm, ça c'est le vaccin chinois, AstraZeneca londonien, Johnson & Johnson américain, bref, professeur, ce vaccin finalement, et même cette pandémie, elle joue des tours à la science. Diputant Tongo, Dieu, il existe. Et je suis tout à fait d'accord. Mais Dieu a créé un seul être qui est intelligent. C'est l'homme. Mais là, nous avons en face de nous une maladie intelligente. Elle vient la première fois, elle teste les gens, elle voit que ces effets ne sont pas virulents. Elle revient la seconde fois. Cette fois-là, on ne la sent plus. On a les mêmes signes, les signes ne sont plus les mêmes. Et après, pour la même maladie, il y a 4 vaccins différents. Et le reporter dit que si vous avez pris le premier vaccin, ne prenez pas le second, un vaccin différent lorsque vous devriez vous revacciner pour la seconde fois. Je crois que il n'existe pas de maladie intelligente. Parce qu'une maladie intelligente, ça devient problématique. Il n'existe pas une maladie pour laquelle les mêmes molécules ne peuvent pas soigner la même maladie, alors que les mêmes, je ne suis pas médecin, hein, alors qu'il y a des maladies, on vous dit, la grippe, on la connaît, nous tous on est souvent grippés. 4 jours, tu soignes, tu ne soignes pas, ça finit. Absolument. Tu peux prendre l'aspirine, tu peux prendre le paracétamol, tu peux prendre autre chose, ça va te soigner. Tu arrives en pharmacie pour une maladie, avec une ordonnance, on dit non, ce médicament n'existe pas, mais il y a un autre médicament qui a les mêmes molécules, je ne sais pas si le mot est exact, que le professeur de Somba m'en excuse. Donc, il y a un problème. C'est pour ça que moi j'ai dit, revenons sur les vaccins, c'était votre question. Tout le monde sait que les vaccins, c'est au moins 4 ans. Mais voilà une maladie pour laquelle, en 9 mois, on a trouvé 4 types de vaccins, chacun vantant son vaccin. Et on nous dit à plus que ces vaccins ne sont pas sûrs. Mais un homme normal, parce que Dieu a donné à l'homme l'intelligence. Un homme intelligent va se dire, je réfléchis, je préfère le remède de Cléda que cette vaccination. Et toutes les fois que je serai malade, je vais courir chez Monseigneur Cléda. Et comme il a dit tout à l'heure qu'il a essayé de soigner le cardinal Tommy, y compris avec les écoles, ça n'a pas donné. Mais moi, je vais aller chez lui. Merci infiniment, professeur Pierre Alaka, de vous être arrêté ce dimanche pour commenter l'actualité de la semaine avec nous. C'est moi qui vous remercie et à une autre occasion. À vous, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon début de semaine. Demain, c'est lundi. Bonne reprise. Bonsoir.